Ouais, ils sont toujours là les canards. Le dernier sprint avant Ugo Ride. Oh, Lars Van der Haar, magnifique, vous avez vu? Il prend tous les risques, Mathieu Van Der Poel. Il est capable de se foutre en l'air. Quel spectacle ahurissant encore. Ils sont complètement fous. Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel ont pris des risques insensés à 2 semaines du mondial. Ça t'appelle et ton sou tous les lundis soirs. 20h sur Instagram. C'est bac à sable. Allez, on accueille la championne du Canada, Magali Rochette. Alors je sais pas si elle est au Canada, si elle est restée en Europe. Ah non, mais en tout cas elle est là. Parce qu'elle a couru à Tabor, hein. Le week-end dernier. Je sais plus qui de vous deux commentait. C'était Steve. Ah, elle a couru à Tabor, mais elle a pas couru à Flamanville. Pas couru à Flamanville, exactement. Bah il y avait Steve, à mon avis, elle voulait pas le croiser. on peut le comprendre. Salut à tous, il y a déjà énormément de monde. Et puis apparemment, il y aura des surprises aussi ce soir. Alors je suis pas au fait de tout, mais restez bien là pendant 1 heure parce que visiblement il va y avoir des contre-pieds. Ouais. J'en ai aperçu une petite. Alors attends, il y a Magali commente comment je fais pour me connecter. Est-ce que tu as reçu sa demande? Alors je la vois là, je l'invite depuis tout à l'heure. Steve, coupe ton micro aussi. Ah, attendez, c'est bon, ça doit être bon. Je vois quelqu'un qui... Elle arrive. C'est bon. Bravo bon. La régie. Bravo Tonio. Attendez, je vous ai dit qu'elle arrivait, mais... Et tu nous fais les mêmes feintes que la semaine dernière avec Daniel. Le Canada, Mais attends, c'est pas facile, hein, tu sais. Le Canada, moi, c'est loin, Antonio, t'as raison. Ouais, c'est peut-être possible aussi que le truc, il met un peu de temps à y aller. Non. On traverse pas l'Atlantique à la nage. Attends. J'ai appuyé sur accepter, hein. Je n'y peux rien. Ah, bah là, elle est plus dans les demandes. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit peu le conduit en attendant que vas-y, explique-nous tu qui trouves va y le avoir ce bouton. soir. Donc Magali qui arrive ce soir. Magali Rochette, Ilenia Liazzaro, ce sera pour parler de la Coupe du Monde en Italie à Terralba le week-end prochain. Et évidemment, grosse page Flamanville. Pourquoi? Parce que les Français ont beaucoup gagné ce week-end, parce qu'Amandine Fouquenet a fait 2e, et surtout parce qu'il y avait un moniteur de l'ESF qui était sur les bords de piste et qui va nous raconter en détail son expérience. Et je crois qu'il a beaucoup de choses à raconter ce soir, le moniteur de l'ESF, donc on sera tout oui en 2e partie de soirée. Ouais. Écoute, c'était franchement un week-end de folie et puis je pense qu'il y aura aussi de quoi parler par rapport aux petits tweets et par rapport aux déclarations également de Thibau Nys. Je pense que ça va faire parler en Belgique sur ce qu'il a dit avant d'accueillir Magali. Ceux qui n'ont pas suivi, Thibau Nys a fait l'éloge du circuit de Flamanville. Il a dit que enfin des circuits étaient bien tracés et qu'on ne tournicotait pas autour des piquets comme c'est souvent le cas en Belgique et que c'était des parcours de merde. Voilà, c'est ça, hein, SH shit. Hein, c'est ça que oui, non, mais on n'est pas obligé d'avoir la traduction littérale non plus. On avait c'est important. Et pour le coup, que voilà, ça fait plaisir. Et depuis le temps qu'on en parle sur ce podcast et lorsqu'on a Eurosport ou en live et qu'on explique que les circuits belges sont quand même très spécifiques, et ça va être pour moi une des questions que je vais poser à Magali, justement, voir qu'est-ce qu'elle pense elle vit en Belgique, elle court en Belgique par rapport aux circuits internationaux. Et moi, j'aimerais ton avis aussi sur le circuit de Remiremont, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de vie en vire quand même. Bah, j'ai trouvé que t'étais de toute façon, que ce soit des lignes droites ou des virages, t'étais nul. T'étais nul. Donc ça n'aurait pas changé grand chose. Et je trouve que la régie, on a l'impression que... Où on en est, Tonio, là? Attends, parce qu'en fait, elle tente de s'ajouter, et moi aussi. Oui. Et je pense que les demandes... Laisse faire. Elle s'ajoute, tu laisses un temps. Ouais, il faut, je pense, laisser un petit temps. Alors, elle a essayé de s'ajouter 2 fois, et quand je l'accepte, je pense que mon invitation, moi, elle est partie dans l'autre sens. Il y a eu des programmes. Steve, on continue. Il y a eu des programmes qui sont tombés. Van Der Poel, Van Aert, a priori 5 affrontements entre les deux. Il y a un petit flou artistique autour du mondial, mais pour l'instant, il n'y aura pas Wout. Hein. Ouais, mais de toute façon, un petit peu comme l'année dernière avec Liévin. Hein, pour l'instant. Oui, bah t'as vu que justement. Ce qu'on a envoyé tout à l'heure. Hein. Laisse-nous te reprendre avec Tonio de manière sympathique et absolument agressive, mais ce n'est pas fait. Il sera peut-être aux mondiaux de Hulst. Alors après, j'ai trouvé que la communication, que ce soit de la part de la Visma Lease the Bike, c'est bon, ça fonctionne. On a réussi. Ça fonctionne. On a une régie professionnelle, excuse-nous. C'est incroyable. Tonio, il bidouille. Mais on est ravis de t'accueillir, Magali. Désolé. C'est trop bien. Aucun problème. Merci à vous. Je suis ravie d'être là aussi. Je vais faire de mon mieux aujourd'hui parce que je vais faire de mon mieux pour vous donner mon meilleur français. Parce que si je vous parle en québécois, vous comprendrez rien. Bon, t'inquiète pas, on est rodé. On avait avec nos parles un peu comme celle. Non, c'est... Mais... ça y est, c'était sûr. C'était sûr qu'il allait faire l'accent.
T'es au Canada ou t'es resté en Europe après ta mort? Non, je suis au Canada. Donc, en fait, Tabor, je l'ai fait en 72 heures. Je suis arrivée le vendredi, j'ai fait la course le dimanche, puis le lundi, je suis rentrée à la maison. Donc, je suis au Canada en ce moment, puis je reviens en Europe pour Namur. Pour Namur. Et après, t'as un Ouais. programme déjà défini de course? Oui, mais un peu plus restreint que les années précédentes. Donc, je viens pour Namur, je fais Anvers, puis ensuite Coxide. Ensuite, je rentre à la maison pour Noël. J'ai des petits neveux maintenant, donc le Noël à l'extérieur, je l'ai fait 7-8 fois, mais bon, c'est là j'ai envie de passer Noël avec la famille, donc je passe Noël avec la famille, puis je retourne au mois de janvier. Et Ensuite. comment ça se passe l'organisation, Magali, justement? Là, c'est vraiment un déplacement personnel ou tu es avec la fédération canadienne ou c'est avec ton équipe? Parce que ouah, faire des allers-retours comme ça, j'imagine que tu as un point d'ancrage en Belgique pour éviter aussi tous les déplacements en Europe. En fait, pas vraiment. C'est vraiment moi-même avec mon mari. Nous, c'est notre petite équipe de deux, donc c'est comme ça qu'on fait. La fédération canadienne, je vais la rejoindre pour les championnats du monde, mais c'est tout. On fait vraiment ça par nous-mêmes. Puis, par contre, il y a Hélène Clausel qui nous donne un bon coup de main. Donc, Hélène, elle nous aide avec plein de trucs. Donc, moi, j'ai écrit un livre cet été que c'est Hélène qui s'occupe de faire les livraisons en Europe. Puis, on va aussi passer un peu de temps en Belgique avec elle. Donc, quand on vient pour Namur, on va rester avec elle. Donc, ça nous donne un endroit, un meilleur endroit pour rester que simplement de louer un appartement. Donc, on va rester avec elle un peu. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi, Steve, que ce soit Hélène qui fasse la distribution. C'est-à-dire qu'elle va commencer par les Vosges. Donc, tu auras certainement la possibilité de te procurer le livre en avant-première. Ah, c'est bon. Tonio, il y avait une question, je crois, parce on a mis, comme tu as vu, une story Instagram en proposant des questions aux gens qui nous suivent. Et il me semble, Tonio, que quelqu'un avait demandé justement les motivations qui t'avaient poussé à écrire un livre sur le cyclocross. Exactement. Ouais, ben en fait, tout d'abord, moi j'aime ça écrire. Donc simplement, j'aime les projets d'écriture. Donc c'est quelque chose qui me trottait, que j'avais en tête depuis un bout de temps. Puis en fait, ma motivation première, c'est que c'est pas hyper connu le cyclocross ici. Puis écoute, moi, ça fait 12 ans maintenant que je fais ça professionnellement. Puis des fois, je me dis, ben, au moment où j'arrête, si tous les apprentissages qu'on fait par rapport au cyclocross, ça reste assez spécifique. Donc, oui, il y a certains apprentissages qu'on peut appliquer à la vie de tous les jours, mais il y a certains apprentissages qui sont extrêmement spécifiques au cyclocross. Donc, je me disais, si je les partage pas, ces apprentissages-là, ben, à quoi ça a servi? Tu sais, ça m'a servi à moi, effectivement, pour ma carrière, mais à part ça, tu sais, je trouve que l'expérience, si on la partage pas, ça n'a pas autant de valeur. Donc, je me suis dit, ça peut être intéressant de le partager. Puis, moi, c'est quelque chose, c'était un livre que quand j'avais 19 ans puis j'ai commencé le cyclocross, ça m'aurait aidé de pouvoir le lire. Je pense que ça aurait pu accélérer mes apprentissages. Donc, je me suis dit, si ça peut faire pareil pour une jeune qui commence ou un jeune qui commence, tant mieux. Puis après, ben, si ça peut toucher, si les fans apprécient, ben, tant mieux. Je trouve que n'importe quoi qu'on peut faire pour essayer de grossir notre sport, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, c'est un peu ça mes motivations en arrière du livre. Mais je me permets de te poser une question directement et puis, Ouais. puis te féliciter pour cette transmission parce que c'est vrai que quand on fait notre carrière, j'imagine peut-être que tu fais partie de ces filles qui auraient aimé avoir un mentor, quelqu'un qui te guide. Est-ce que par rapport aux performances des sœurs Holmgren qui avaient réalisé le doublé à Haugeride, tu les avais un petit peu briefées, tu les avais aidées sur leur approche de ce championnat du monde et est-ce que leur titre a changé un petit peu, alors certes c'était chez les juniors, un petit peu la vision du cyclocross au Canada parce qu'on sent que vous êtes un pays où c'est que le cyclocross reste une niche, même le cyclisme, c'est vrai qu'on connaît tous Québec-Montréal, mais c'est vrai que le cyclisme c'est pas voilà, c'est pas autant populaire qu'en Europe. Est-ce que le cyclocross avec les sœurs Holmgren, tu les as bien drivés et tu as essayé de pousser justement ton pays vers cette discipline? Un peu, ben, en fait, tu sais, le crédit pour leur victoire revient 100% à eux. Moi, j'étais là, mais c'est pas, j'ai rien à voir avec leur victoire. Avec leur victoire, ils se sont bien préparés, ils ont bien performé. J'ai essayé de les appuyer après leur victoire aussi, surtout peut-être en fait à les introduire avec des compagnies que moi je connaissais, donc avec Trek, je les avais mis en contact avec Specialized aussi pour essayer de les aider à signer un contrat suite à cette grosse performance-là. Mais c'est surtout là que j'ai aidé, tu sais, au niveau de la performance, c'est 100% elle. Je dirais que oui, ça a un peu aidé à faire reconnaître le cyclocross, mais je dirais que le plus gros impact que leur victoire a eu, ça a été de faire croire aux jeunes que c'est possible. Donc, on a une vraiment belle relève en ce moment au Canada, puis je pense que qu'est-ce qu'elles ont accompli, ben ça a quelque chose à voir envers ça, parce que
maintenant les jeunes, ils croient comme, ils réalisent que c'est quelque chose qui est possible. Tu sais, en France, vous avez beaucoup de champions du monde, puis des fois, de voir quelque chose, ça permet de croire que c'est possible puis qu'on est capable de le réaliser nous aussi. Puis je pense que qu'est-ce qu'elles ont fait, ça a eu cet effet-là sur la prochaine génération, en fait. Je rebondis un peu sur la question de Steve qui était vraiment axée cyclocross, mais la victoire d'Alison Jackson sur Paris-Roubaix il y a 2 ans, le titre de championne du monde de Magdeleine Vallière sur la route, est-ce que globalement ça a impulsé quelque chose aussi au cyclisme, plus globalement? Je pense que oui, mais je pense que c'est un effet qui vient tranquillement. Mais tranquillement, à force d'avoir des champions comme ça, puis des gens qui s'illustrent sur la scène internationale, ça commence à être un petit peu plus populaire, le cyclisme au Canada. C'est sûr que les grands prix cyclisme aident, grands prix cyclistes aident aussi. Puis le championnat du monde qu'on va avoir à Montréal sur route l'an prochain, ça aide aussi. Donc, c'est toutes des petites choses que mises ensemble, ça a une effervescence. Le cyclisme a une effervescence ici en ce moment. Mais ça reste que c'est un sport quand même assez niche ici. Dans l'actualité, on en parle peu encore. Le hockey est encore le sport dont on parle le plus, mais bon, tranquillement, ça commence à faire sa place. Donc, c'est des petits pas qui font une différence. Et justement, le fait qu'il y ait peut-être l'intégration des Jeux Olympiques, du cyclocross aux Jeux Olympiques d'hiver, parce que le Canada est une nation forte justement sur les Jeux Olympiques d'hiver. Est-ce que ça, toi qui es bien intégré justement dans cette structure, enfin structure canadienne, dans le pays du Canada, est-ce que ça peut avoir un réel impact chez vous pour justement essayer d'aller chercher encore plus de masse chez les jeunes et leur montrer que le cyclocross c'est pas que un sport pour s'amuser l'hiver, ça peut aussi être une vision olympique? Oui, honnêtement, là, si le sport rentre aux Olympiques, c'est ce qui ferait la plus grosse différence ici, parce que le Canada, on regarde les Olympiques beaucoup, puis on a tendance à vouloir faire des vedettes de nos athlètes olympiques. Puis, je sais pas en fait, ce qui arrive, c'est que je pense pas que les Canadiens regardent beaucoup le vélo à l'année longue. Mais les Olympiques, c'est sûr que à chaque année, on regarde le ski, on regarde même les disciplines qui sont un peu plus niches dans les Olympiques, tout d'un coup, comme ils reviennent à la surface, puis les gens vraiment se rallient derrière ces athlètes-là, derrière les sports aux Olympiques. Donc, moi, je pense que c'est ce qui ferait la plus grosse différence. Mais aussi, au niveau financement, tu sais, nous, le financement des sports au Canada, ça fonctionne beaucoup avec les Olympiques. En fait, c'est 100% relié aux Olympiques. Donc, le cyclocross, par exemple, on n'a aucun financement de Cyclisme Canada, ni de Sport Canada, parce que c'est pas un sport olympique. Donc, si on devient un sport olympique, mais tout d'un coup, on va avoir toute une structure de financement pour encourager les jeunes dès un jeune âge, puis les supporter à travers leur parcours. Donc, ça ferait vraiment une différence énorme, nous, au Canada. Rassure-toi, chez nous aussi en France, hein, c'est pour ça que c'est pareil, hein? Ouais. Ouais, tu sais quand si tu fais de la piste ou du BMX, là sur les 20 dernières années, il y a eu des vélodromes qui ont poussé, des pistes de BMX. En plus, tu vois, on a fait 1 2 3 au BMX, donc là les licences de Bicross, elles poussent et effectivement, on est un petit peu comme le Canada et je pense d'ailleurs dans beaucoup de pays, c'est vraiment le comité olympique qui attribue aux fédérations différentes bourses pour pouvoir pousser les athlètes et effectivement chez nous en tout cas en France, on est dans la même démarche. Donc on espère et on croise les doigts pour que ce soit olympique et d'ailleurs que beaucoup de pays d'ailleurs puissent s'ouvrir à cette démarche olympique pour en avoir discuté avec l'UCI. On sait que et d'ailleurs tu peux en parler, on est quand même très européen. Mais si ça devient olympique, il pourra y avoir une vraie ouverture internationale. Alors on sait qu'il y a quelques Japonais, il y a le Canada, les États-Unis qui font l'effort de venir en Europe parce que c'est des vrais coûts, c'est énergivore et ça demande un vrai investissement de venir passer Noël et Nouvel An en Belgique. C'est pas toujours facile, donc on espère évidemment que ce soit olympique et je pense que ça va vraiment ouvrir encore plus la discipline. Et je sais pas quel regard tu as d'ailleurs sur ça parce que tu fais une discipline qui est très européenne et t'as jamais eu envie, toi, de t'imposer ou d'investir l'UCI, de dire, attendez, c'est pas que européen, c'est aussi canadien, américain, c'est aussi japonais, c'est aussi suédois, norvégien. Comment tu vois cette internationalisation justement du cyclocross? Il m'a bouffé ma question là en fait. J'avais la question, c'était la question que j'allais rebondir dessus, mais bon. Eh ben, il faut t'imposer, Tonio. Il faut se placer. Ah, mais je laisse faire. Attends, Isaac, je laisse faire. Non, il y avait justement une question là-dessus. Qu'est-ce que tu penses toi des JO, du cyclocross aux JO? On sait, enfin vous avez plus l'habitude. On a vu quelques images. Vous avez l'habitude de courir justement sur la neige. Il y a beaucoup de gens qui disent que le cyclocross n'est pas quelque chose qui se court sur la glace. Qu'est-ce que toi tu penses justement de l'arrivée ou non du cyclocross aux JO?
Ben moi, je pense que ça a sa place, honnêtement. Je pense que ça rajouterait quelque chose de différent puis de dynamique. Tu sais, le cyclocross, si on regarde par exemple le VTT, quand le VTT est rentré aux Olympiques, ils ont quand même changé le sport pour que ce soit intéressant à regarder aux Olympiques. Mais le cyclocross, on a déjà tous ces éléments-là. C'est déjà intéressant, c'est dynamique, les parcours sont dynamiques, la course est relativement courte. On a tous les éléments pour faire un beau spectacle, je pense, aux Jeux Olympiques. Puis, moi, je trouve que la particularité du cyclocross, c'est que ça se pratique sur n'importe quel terrain, puis en tant que coureur, on doit être adaptable au terrain. Si on pense on doit être bon dans la boue, on doit être bon sur le gazon rapide, on doit être bon dans le sable. Mais la neige, c'est simplement un élément supplémentaire que je pense qui se porte très bien à notre sport. Donc, personnellement, je trouve que ça a sa place. Tu sais, on a eu des belles courses sur la neige là, dans le passé avec Val d'Isole, avec bon, en fait, c'était surtout celle-là. Mais je pense que ça a fait des super beaux spectacles. Donc moi, je pense que ça a sa place. Je pense que tout est en place pour que ça fonctionne. Donc on croise les doigts. Puis pour répondre à ta question, Steve, qu'est-ce que moi j'aimerais faire pour essayer que le sport peut-être se joue plus au Canada? Ben c'est sûr qu'à long terme, peut-être en post-carrière, j'aimerais pouvoir essayer de travailler sur une Coupe du Monde au Canada ou quelque chose comme ça, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, aurait été vraiment cool d'avoir durant ma carrière. Déjà même, tu vois, depuis quelques années, on n'a plus de Coupe du Monde aux États-Unis, puis ça paraît dans l'engouement des gens. Les événements sont un petit peu moins occupés, il y a moins de fans, donc vraiment d'avoir la Coupe du Monde à la maison, ça fait une grosse différence pour faire découvrir le sport, mais pour aussi embarquer les gens à regarder la saison complète. Donc, moi, je pense que ça c'est quelque chose d'important, puis effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être donner mon petit, tu sais, essayer de m'impliquer, mais bon, c'est dur de tout faire pendant le concours, donc peut-être un projet post-carrière. Non, mais c'est surtout qu'en plus, moi, j'ai la chance chaque année, depuis maintenant 4 ou 5 ans, de commenter le Grand Prix de Québec et Montréal sur route. Ouais. Et quand je vois la ferveur populaire de ces courses-là, et d'ailleurs beaucoup de coureurs, alors moi, quand malheureusement, j'ai pas pu la faire quand j'étais pro, mais tu sais que dans les équipes, ça se bat hein, pour aller faire Québec-Montréal au mois de septembre, parce qu'il y a l'accueil qui est assez incroyable, les logements, enfin tout est super bien organisé, et c'est une vraie fête populaire autour de trucs, et on a l'impression que c'est un peu un espèce de cyclocross géant. En plus, il y a du monde partout, ça tournicote dans tous les sens, du moins sur Québec déjà le vendredi. Donc je pense qu'effectivement il y a moyen de faire. Et on se dit que si des villes comme Québec ou Montréal auraient envie de le faire, il y a eu dans les petits papiers, je pense que tu l'as vu, il y avait peut-être New York qui était intéressé aussi pour avoir une Coupe du Monde. On se dit que les villes ont peut-être de quoi faire et il faut des ambassadeurs, je pense, comme toi pour bousculer tout ça. Donc finis ta carrière et après je te suis. Parfait, mais tu vois, moi, mon idée, c'est une idée que j'ai depuis longtemps, Steve, mais je me dis qu'une Coupe du Monde de cyclocross aurait sa place durant le week-end des Grands Prix. Je pense que en fait la montagne, le Mont-Royal, où est-ce que la course à Québec, la course à Montréal a lieu, ce serait c'est un terrain qui serait idéal pour faire une Coupe du Monde de cyclocross en fait, parce qu'il y a du gazon, il y a des escaliers, il y a des sentiers, c'est vraiment bien comme endroit. Donc moi je pense que ce serait idéal d'avoir, disons que la course est le dimanche à Montréal, ben le samedi entre Montréal et Québec, on fait une Coupe du Monde de CX. Je pense que ce serait idéal. Dans le fond, toute l'organisation est déjà là. Les gens sont déjà excités d'être là pour le week-end. Je pense que ça pourrait être vraiment bien. J'en ai déjà glissé un mot à l'organisateur, puis pour l'instant, il était pas très, très intéressé, je pense, au niveau des coûts, mais tu sais. On va l'appeler. Ouais, on va l'appeler. On pourrait peut-être récupérer tous les anciens crossman, les Julien, tout ça, du coup, on leur dit la veille, le cross. Exact. Non, ce serait trop bien. Moi, je pense, tu sais, en fait, pendant que tout le monde y est, pourquoi pas? Ça ferait un festival de vélo dans la région au Canada, en fait, pour ce week-end. Donc, je pense que ce serait idéal. Et d'autant plus qu'on a les championnats du monde maintenant tous les 4 ans où on essaye de réunir la piste, le VTT, la route, et on se dit pourquoi pas ne pas profiter d'un événement aussi bien organisé effectivement avec Québec-Montréal pour faire un cyclocross sur la plaine d'Abraham ou autre. Donc je pense qu'il y a moyen de faire, mais bon, c'est vrai qu'il faut les bons contacts et puis il faut les dollars. Hein. Ah oui, exact. Pour les dollars. J'adore ton accent québécois. Non, ne lance pas là-dessus. Hein. Ne lance pas parce que ça fait une semaine qu'ils s'entraînent.
Non, mais Pour j'ai été l'accent québécois et pour l'accent italien en fin de podcast, donc ne le lance surtout pas là-dessus, s'il te plaît. Non, mais j'ai Mais- été avec Hugo Hull pendant 2 ans chez AG2R et Hugo, je n'ai fait que de le charrier. Et j'ai été aussi avec Dominique Rollin à la Ah oui, hein. FDJ et chez Cofidis. Et des fois, ils parlaient entre eux, je comprenais rien. Alors je me disais, si je parle comme eux, peut-être je vais comprendre. Mais j'ai Peut-être jamais je vais arrivé. comprendre. Non, mais, je te dis, avec Hélène, on rit des fois parce que moi, je faisais quelque chose, puis elle dit, non, mais qu'est-ce que tu dis? Elle comprend rien du tout. Qui la fait toujours rire, c'est, nous, vous autres, vous appelez ça un t-shirt, je crois. Nous, on appelle ça un chandail, mais à chaque fois que je dis chandail, ça la fait rire. Un chandail, puis, plutôt que les chaussettes, on dit des bas. Et la couleur violet, on dit mauve. Mais mauve, en tout cas, à chaque fois qu'Hélène dit mauve, moi, ça me fait marrer. C'est vraiment drôle. Ouais, ça on dit aussi un peu. Mais sache un truc, c'est que quand on a mis la story pour annoncer ta venue lundi, Hélène, ça a été la première à commenter. Et elle nous a dit, j'ai très peur que Steve fasse l'accent québécois. Donc tu vois, finalement, la boucle est bouclée. Trop bon. Ah, Bon, on Je reviens. imagine que tu as regardé justement le début de saison de Hélène. Qu'est-ce que Ben tu oui. penses de notre Française? Ah, ben moi, je l'adore, Hélène. Je crois qu'elle a une super bon début de saison. Elle est ultra constante. Je pense que lui manque la petite flamèche. Mais je crois qu'elle est vraiment pas loin. Tu vois qu'elle cogne à la porte à toutes les courses. Elle est vraiment pas loin du podium. Donc, je pense que c'est une question de temps. Mais je pense qu'on l'a jamais vue aussi constante dans ses performances. Donc, je suis vraiment contente pour elle de voir ça. Je pense que cette année, elle a mis le paquet aussi. Elle habite en Belgique. Puis, je veux dire, elle va à fond, donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver pour elle, mais je crois que son podium en Coupe du Monde, c'est cette année que ça arrive. Il y a une autre coureuse que tu connais très bien, c'est Lucinda Brandt. Qu'est-ce que tu Ouais. penses déjà de sa série de 50 podiums consécutifs depuis 2014? C'est complètement dingue. Et surtout, est-ce que vous allez reprendre les podcasts? Parce que on n'a rien inventé. Hein. Tu fais un podcast, tu faisais un podcast la saison précédente avec Lucinda Brandt sur YouTube. Est-ce que ça va reprendre pour cette année? Malheureusement, non, puis on est déçus les deux, mais ça devenait ultra prenant. Puis on est arrivé on manquait de temps un petit peu. Et on a réussi à le faire parce on s'était dit qu'on allait le faire pour la saison dernière, donc on le fait jusqu'à la fin, mais quand ça devient occupé dans la saison de Noël, puis après à janvier, c'était difficile de prendre le temps, mais surtout, c'était difficile d'avoir des invités. Tout le monde est occupé, tout le monde essaie de voyager en Espagne, entre l'Espagne et la Belgique, puis on avait de la difficulté à trouver un moment pour le faire. Donc, on s'est dit, OK, je crois que c'est peut-être pas l'idéal de le faire cette année. Donc, malheureusement, on n'a pas continué. Mais on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Puis pour moi, ça revient à la même chose. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime faire puis qui me tient à cœur parce que je trouve que on les connaît pas assez, nos athlètes. Puis les gens adorent pouvoir apprendre à connaître leurs athlètes en profondeur. Puis je pense que quand on apprend à connaître un athlète, on a plus envie de le suivre, on a plus envie de l'encourager, on devient plus fan. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important à faire. Donc j'apprécie que vous preniez la relève puis vous le fassiez pour les francophones. C'est trop bien. Ouais, parce En tout qu'en cas, anglais, ça, juste- on aurait du mal. Et ça juste, Magali, que je pense que tu as une vraie communauté en Europe qui t'apprécie parce que il me semble pas avoir dit qu'est-ce qu'ils viennent faire là les Canadiens ou t'as le smile, t'es dynamique et je pense que t'as une vraie cote de popularité en Europe. Hein. Enfin en tout cas, je te connais pas personnellement, mais moi si on me parle de Magali Rochette, bah déjà tu dégages de la sympathie et il y a personne qui m'a dit du mal de toi ou qui m'a dit que t'étais voilà une pénible sur le vélo ou que tu faisais des saloperies. Donc ça fait super Bah, plaisir de merci. te voir et du coup de te connaître. Mais non, mais Ben, c'est et elle a gentil, raison. merci. Et elle a raison, on connaît pas suffisamment les athlètes. Ah, c'est vrai. Par exemple, on prend un Elise Herbit qui n'est pas forcément très souriant ou qui dégage peut-être pas forcément de la sympathie. Moi, pour le connaître un petit peu, et justement, c'est un vrai bon mec. Et je pense que Ouais, sur c'est les un bon podcasts, quand c'est convivial, quand il y a le tutoiement et on est entre connaisseurs, je pense que c'est plus facile de se livrer et les gens qui nous suivent, ils aiment l'authenticité et de se dire bah putain Magali, elle est super sympa, elle est cool, elle est dynamique, elle parle français. Et même pour nous et pour les suiveurs français, bah, c'est super agréable de t'avoir ce soir en français. Donc complètement d'accord avec le fait de mieux connaître les athlètes. Ben merci, mais j'apprécie le bon commentaire du début, merci. Mais en fait, je suis d'accord. Puis tu vois, l'an dernier, on avait eu Stan Kant notre dernier épisode avec Lucinda, puis elle s'était vraiment ouverte. Puis, tu sais, en fait, je pense que comme tu dis, c'est plus facile de s'ouvrir avec des gens quand c'est un peu à la bonne franquette comme on fait en ce moment, quand c'est familial, puis avec des gens qui connaissent le milieu, que
devant la télé avec un journaliste qui pose des questions pour essayer de tirer les verres du nez, en fait. Donc, tu arrives vraiment à Il est plus là, le connaître la journaliste. personne. Attention, c'est un journaliste, lui. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. Mais en fait, tu vois, moi, j'ai en fait une bonne relation avec la plupart des journalistes, mais je comprends que c'est pas pour tout le monde, tu vois. Puis, et puis, pour revenir à ce que tu disais à la base, ben, effectivement, je pense que, désolé, quelqu'un par passer devant chez nous, j'ai dit bonjour. Je sens que maintenant, je suis plus acceptée en Europe. Je crois que ça a pris quelques années. Tu vois, au début, j'y allais, puis peu de gens me parlaient. Mais à force de revenir année après année, je pense qu'ils se sont dit, non, mais elle, finalement, elle veut vraiment. Hein? Puis à force de revenir, à force de manger les baffes, ben, je pense que les gens, tu gagnes le respect des gens. Puis non, bah, tant mieux si je suis bien appréciée. J'aime bien. En fait, moi, j'adore courir en France, donc j'étais quand même assez déçue de manquer Flamanville, mais j'adore courir en France parce que je crois que les Français savent que je suis francophone. Puis souvent, les gens m'encouragent vraiment fort en France, donc j'adore. Si t'étais venu, t'aurais vu un mec avec une parka rouge te hurler dessus à tous les tours, comme il a fait avec Amandine Fouquenet, parce que Steve a pris la lubie d'aller voir la course, et je peux te dire que t'aurais plus eu envie de revenir. Ouais, mais Amandine, quelle course par contre, hein? Ouais, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Ouais. Tu as suivi Flamanville, j'imagine, Bah oui. avec l'œil de l'experte. Ouais, bah oui, j'ai suivi, puis mais je suis aucunement surprise de voir Amandine, tu vois, à Tabor, mais en fait, elle est tellement forte. Comme au niveau de la force physique, Amandine en ce moment elle est sur un niveau incroyable. À Tabor, je crois qu'elle m'a dépassé à un moment donné. Moi, j'étais à 550 watts et elle m'a dépassé comme si j'étais arrêtée. Puis je me disais, waouh. Alors, Steve a fait l'entraîneur cet après-midi. Visiblement, il n'a pas fait des séries à 550 watts. Ah ouais, mais C'est le regard qu'il a fait. Je te dis, Amandine, un truc de ouf, puis c'était cool de voir qu'elle a réussi de mettre toutes les pièces ensemble à Flamanville puis d'avoir un si bon résultat. Donc, bien contente pour elle. Tonio, relaye-nous un petit peu les questions. Il y a beaucoup de questions, un peu comme d'habitude, on a beaucoup répondu. Hein. Il y a des gens qui demandaient comment elle gérait les déplacements en Belgique. Alors, tu nous as dit tout à l'heure, après tu vas revenir du coup en Europe et tu vas y rester un peu plus longtemps. Là, c'est vrai qu'on t'a vu faire l'apparition à Tabor. Et les gens n'avaient pas trop compris pourquoi t'es venu à Tabor et t'es reparti, t'as pas fait Flamanville. Ouais, je sais. Tu nous as répondu tout à l'heure. Non, après il y avait aussi des questions. Y a-t-il des cyclocross au Canada? Oui, il y en a aussi. On s'en doute. Des questions un peu plus techniques. Qu'est-ce que tu penses toi du tubeless en cyclocross? La semaine dernière, on en a déjà parlé, je crois, il y a 15 jours avec un autre athlète. Est-ce que tu roules en boyau? Est-ce que tu roules en tubeless? C'est des questions un petit peu techniques. Ouais, je l'ai essayé. J'ai essayé tubeless, moi, pour le début de la saison. Donc, je pense que pour les courses rapides, donc les courses de début de saison qui sont sur le gazon, puis honnêtement, j'ai trouvé que c'était bien, le tubeless. Par contre, aussitôt qu'on arrive en Europe, aussitôt que ça commence à être gras un peu, je trouve que le boyau, ça fait quand même une grosse différence parce que le pneu est vraiment beaucoup plus flexible au final. Donc, ça fait une grosse différence. Puis, moi, j'ai trouvé qu'avec les tubeless, je devais rouler 2 PSI plus bas qu'avec le boyau pour retrouver la même sensation. Mais rendu quand on court dans la boue à 14 PSI, ben là à 12, ça commence à être peu sur les tubeless. Donc quand ça devient plus gras, moi je reste avec les boyaux. Jérém, les PSI, t'as pas compris. Non, moi je vais pas c'est poser vrai, des questions non, comme ça. C'est Non, vrai, parce vous, que- c'est les barres, hein? Ah, moi, les barres, j'y comprends Non, rien. C'est pour boire un coup, nous, les bars. On a compris les PSI aussi, mais lui, j'ai bien vu dans son regard que quand t'as dit PSI, il a regardé comme ça. Et... Quand elle a dit PSI, je me suis dit, qu'est-ce que je vais trouver comme pirouette pour poser une question qui n'a rien à voir? Parce que- Ben écoute, on a les PSI, les chandails et les bas. Donc, Non, mais s'ils ont compris, je pars du principe que c'est Mais moi oui, on qui a déconne. Hein. Non, c'est une unité de mesure en fait. Exact. Non, moi je voulais revenir, alors non pas sur ton intégration en Europe, mais sur la difficulté pour une coureuse qui vient de loin de rivaliser avec les toutes meilleures du monde, parce que tu as repris ta saison beaucoup plus tôt que les autres, le 13 septembre, tu as déjà beaucoup plus de courses, tu as 9 victoires, tu vas aller jusqu'au championnat du monde, si on a bien compris, donc à la fin tu vas avoir quand même un gros volume de courses, et sur la première partie de saison, bah, quelque part t'es pas confronté aux meilleurs. Donc c'est peut-être difficile aussi d'une part de t'évaluer et puis de t'imposer les efforts qui feraient que bah tu puisses courir contre les Brandt, les Alvarado, les Fouquenet, etc. Donc à quel point est-ce que ça te rajoute de la difficulté pour toi dans ta progression? Honnêtement, je pense que ça rajoute un grand niveau de difficulté. Si je suis 100% honnête, là, je pense que ça. Souvent, je me dis,
tu vois, quand j'arrive, par exemple, j'ai fait Tabor. Puis après avoir fait Tabor, c'était ma première course en sol européen de la saison. Puis souvent après la première course, je me dis, ah mon Dieu, si je pouvais recommencer le lendemain, j'ai l'impression que mon résultat serait vraiment mieux parce que c'est des petits ajustements qu'il faut faire quand le peloton est plus relevé, quand la course en général va plus vite, des décisions rapides, des dépassements qui sont importants à faire. Puis j'ai souvent l'impression que ça me prend 1 ou 2 courses avant de me mettre à niveau, puis de commencer à mieux performer. Donc, je me suis souvent dit dans ma carrière, je pense que si je pouvais courir si je pouvais toujours courir à ce niveau-là, j'arriverais à avoir des meilleurs résultats. Donc, je l'ai essayé à quelques années. Je suis venue passer 3 mois, 4 mois en Europe. Puis, souvent, ce qui arrivait, ben, j'arrivais à un niveau que, bon, j'y arrivais à mieux performer de façon plus régulière. Par contre, après un certain temps, je déprimais, si je suis bien honnête. C'est quand même isolant, en fait, d'être seule en Europe tout le temps. Puis, j'ai pas d'équipe, moi. Donc, je m'entraîne seule. Je suis toujours seule. 1 mois, ça va, 2 mois, ouf, mais après, ça commence à être vraiment difficile. Donc, pour moi, j'ai pas réussi à le faire de cette façon-là. Donc maintenant, j'essaie la stratégie qui est plus, je me prépare à la maison du mieux que je peux, puis j'arrive avec une énergie mentale à 100%, une forme physique que je pense qui est à 100% aussi. Puis après, ben c'est de faire les petits ajustements au niveau décision de course. Mais c'est sûr que ça rajoute un défi. Honnêtement, je le sais. Puis je me dis des fois, je suis rendue à 32 ans maintenant, puis ma vie est établie ici. Donc, de changer ma vie au complet puis de déménager en Europe à temps plein, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire en ce moment. Mais je me dis souvent, si j'avais 20 ans en ce moment puis que j'étais au début de ma carrière, sans hésitation, je déménagerais en Europe puis je commencerais ma vie là-bas. Je pense que si on veut être cycliste professionnel, ben surtout en cyclocross de nos jours, ben c'est comme ça que ça fonctionne. La raison pourquoi je l'ai pas faite, c'est que quand j'ai commencé moi ma carrière, on avait quand même un gros circuit ici aux États-Unis. On avait le USGP, puis on avait plusieurs Européennes qui venaient courir ici. Donc le niveau était assez élevé pour pouvoir se challenger, puis pour pouvoir qu'on puisse transposer ensuite en Europe. Mais c'est pas comme ça en ce moment, donc c'est sûr que ça mène des défis, mais bon, c'est les choix que j'ai faits. C'est les choix que j'ai faits. Et juste pour dire à Jérém, c'est que je trouve que sur le territoire américain, il y a quand même beaucoup de C1 et C2 malgré tout. Ça fait quand même beaucoup de points UCI où c'est que tu t'enlèves de la tête quand tu sais que tu arrives en Europe, bah tu vas au moins être sur la première ligne ou sur la deuxième ligne, ça c'est évident. Et effectivement, je te rejoins complètement Magali. Tu sais déjà même pour nous Français, compliqué de faire le pas d'aller tout le temps en Belgique. Parce que c'est 4 heures, 5 heures de route. Et effectivement, une fois qu'on a passé 25 ans, qu'on a établi, qu'on a son copain, sa copine, etc., c'est soit on prend le pli, on va tout de suite en Belgique parce que tout est à 1h30 autour de Bruxelles et c'est hyper facile. Soit on fait moi j'appelle ça faire des coups, c'est-à-dire faire le truc de dire ok, je fais Tabor, 72 heures, j'arrive au dernier moment, je me prends pas le jet lag dans la gueule, tant pis, je le fais. Et je prends le truc, et puis ça marche ou ça marche pas. Et je pense qu'avec l'expérience, c'est pas forcément des trucs qui sont complètement fous à réaliser. Et quand il y avait la Coupe du Monde à Las Vegas, beaucoup allaient 10 jours avant à Vegas pour se remettre au jet lag, etc. Et il y en a qui arrivaient la veille ou l'avant-veille et qui faisaient le Cross Vegas et ça marchait. Donc une fois qu'on se connaît, finalement, on peut se préparer chez soi et en tant qu'athlète, j'ai pas oublié des fois comme c'est casse-couille de partir loin de chez soi et de subir, alors que quand on est casanier et qu'on aime être à la maison, on est toujours mieux à se préparer chez soi. Donc je te comprends parfaitement. Ah ben merci. Ben oui, c'est exactement comme tu dis. Puis tu vois, moi on dirait que Tabor, en fait, ça m'a pas trop ça m'a pas causé trop de stress parce que je me dis bon, OK, c'était pas la performance du siècle, mais au final je fais 17. Mais la 8e est 12 secondes devant, donc c'est pas très loin. Puis je me dis, OK, c'est des petites décisions, j'ai pris des bonnes notes, puis je me dis, OK, la prochaine fois que j'y vais pour 3 courses. Donc, à 3 courses, je devrais être capable de m'ajuster puis de reprendre le niveau, je crois. Puis ensuite, ben, pour le mois de janvier, j'y serai pour le mois complet. Donc, encore là, 1 mois, pour moi, c'est réaliste. D'être partie de chez moi pendant 1 mois, je trouve que ça fait du sens. Puis, surtout que pour le dernier 2 semaines, je vais être avec l'équipe canadienne, donc pas trop isolée non plus. Donc, je me dis, OK, je pense que rendu au mondial, rendu pour les dernières Coupes du Monde, je devrais être à niveau puis être capable de bien performer là-bas. Donc, c'est sûr que c'est différent, tu sais, en faisant les choix que moi j'ai faits, puis en venant du Canada, un
un record comme qu'est-ce que Lucinda a fait de 50 podiums de suite, ben, c'est pas quelque chose qui est réaliste, mais j'ajuste mes objectifs en fonction. Puis pour moi, ben écoute, si je fais un podium en Coupe du Monde cette année, ben ça va être une grande victoire, puis ça va être quelque chose à célébrer. Donc, c'est juste d'ajuster un petit peu d'ajuster peut-être un peu les objectifs, puis d'essayer de trouver mon succès à travers ça, en fait. J'ai une dernière question et après on te libère parce qu'on a passé la demi-heure comme promis. T'as été vice-championne du Canada sur route. Pourquoi est-ce que ça t'a pas donné l'envie d'accentuer un petit peu ton expérience sur la route? Est-ce que c'est un regret et qu'est-ce que tu fais le reste de l'année? Ouais, bonne question. En fait, oui, j'ai fait les championnats canadiens de route quand il était proche de chez moi au Québec. Puis je l'ai fait un peu comme un entraînement, puis finalement, ben ça a bien été. J'ai apprécié l'expérience. Mais moi, je viens du VTT. C'est vraiment là que j'ai commencé ma carrière. Puis je fais encore des courses de VTT pendant l'été. Donc c'est un peu plus là que ma passion se retrouve. J'adore faire du VTT. Donc la route. En fait, c'est pas un regret pour moi de pas l'avoir essayé. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui dit ça aurait été cool de pouvoir participer à certains des classiques de route en Europe. Mais ça revient à la même décision, à la même conversation qu'on vient d'avoir. Venant du Canada, ça fait plus de sens pour moi de faire du VTT pendant l'été. Puis quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé ma carrière, je faisais Coupe du Monde, la saison de Coupe du Monde de VTT au complet, puis ensuite je commençais la saison de cyclocross au complet. Puis j'ai réussi à le faire 2-3 ans comme ça, mais à un certain moment, je trouvais que c'était trop. Puis la raison pourquoi je me suis concentrée sur le cyclocross, c'est que ben pour moi c'est vraiment là que ma passion était. Je pense que c'est là que j'avais le plus de plaisir. Puis je me suis dit, est-ce que je peux être meilleure si je focus vraiment mon effort sur cette partie-là de l'année, sur vraiment juste le cyclocross. Donc ça veut dire que ça a voulu dire que j'ai fait un peu moins d'événements de VTT pendant l'été, mais j'en fais quand même. Je veux dire, il faut continuer à courir parce que sinon on n'est plus de niveau. Donc je continue à courir pendant l'été. Quelques courses de route par-ci par-là, puis sinon quelques courses de VTT, mais vraiment avec le focus 100% sur le cyclocross. Bah, merci beaucoup Magali d'avoir pris de ton temps et on te souhaite bonne continuation et une belle fin d'hiver jusqu'à Ulst. Ceux qui n'étaient pas là en début de podcast, on te retrouve donc sur le sol européen à Namur le 14. Ben oui, on se voit à Namur. Merci beaucoup. Puis merci Magali. Nous on dit bye. Est-ce que vous dites bye vous aussi ou vous êtes au revoir? Ok. On dit ciao, ciao. Salut Magali. Salut Magali. Salut. Merci, bonne journée. Ciao. Alors, ciao, on dira tout à l'heure avec Ilenia Lazzaro. Elle vient dans 12 minutes. Donc, on a 12 minutes, messieurs, pour parler de Flamanville, pour parler de Thibaut Leys, sa réaction, même si tu as commencé à en parler tout à l'heure, Steve. Faire aussi une belle page sur les Françaises, parce qu'encore de belles performances d'Hélène Clauzel et surtout d'Amandine Fouquenet. Avant tout, Steve, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, même si tu as commencé à en parler en tout début de podcast, raconte-nous un petit peu ton expérience. Alors, à la base, tu y allais pour voir ton fils, pour voir Calis, mais tu as vu plus que ça. Tu as vu quasiment toutes les courses, tu as vu l'engouement. Tu as vu un circuit qui est apprécié par énormément de coureurs. Oui, alors effectivement, même si Calis n'avait pas été de toute façon sélectionné, je pense que j'aurais fait le déplacement à Flamanville parce qu'on le rappelle, la Coupe du Monde a démarré la semaine dernière. Une manche à Tabor en réplique tchèque, une manche française. Flamanville, si on supporte le cyclocross et nos organisateurs français, c'était logique de faire le déplacement. Mais oui, le circuit de Flamanville, je le connais et je le connaissais très bien. Il y a eu quelques modifications qui ont été apportées pour justement qu'il y ait encore moins de virvire et que pas de floriture, comme l'a dit Thibaut Leys dans ses déclarations. Donc ça, j'ai adoré. Parcours très joli. Et puis pour la partie sportive, bon, on va pas tortiller du cul pour chier droit. On a été bon partout. On a été bon vraiment partout, mis à part chez les élites hommes où on n'a pas de podium. Chez les juniors garçons, deuxième place de Soren, Bruyère-Choumard. Junior filles, victoire de Lise Révol. Chez les espoirs hommes, victoire d'Aubin-Sparfel. Chez les espoirs femmes, podium, malgré tout, de Célia Géry. La deuxième place d'Amandine Fouquenet. Et là, je parle que des top, vraiment des top performances, mais on a des vrais tirs groupés. Donc une vraie fête populaire, bien réussie, avec des beaux vainqueurs, et même chez les élites femmes. Je pense que Tonio, t'as commenté la course. Franchement, on va commencer par les femmes. Au-delà de la deuxième place d'Amandine, Van Alphen, elle a été incroyablement forte techniquement, et ça montre que avec la technique, on peut gagner des Coupes du Monde.
Juste avant que donne la parole à Tonio pour rebondir rapidement sur Thibaut Nice, il me semble, je suis quasiment sûr à 99% que Iserbit, il y a 2-3 ans, avait aussi largement adoubé le tracé en disant que il venait. De 3. Non, De Troyes. c'était à Flamanville. Non, Aussi à Flamanville, je crois qu'il avait dit que c'était bien. C'était à Flamanville parce qu'il disait les passages dans la cherche forêt, mes notes. etc. Alors c'était aussi à 3, c'est vrai. Alvarado avait dit que c'était super, mais là Flamanville, je me rappelle très bien pourquoi, parce qu'il y avait plein de coureurs qui étaient pas venus. Et lui était l'un des rares à pas avoir fait l'impasse et il avait dit je viens parce que je kiffe ce parcours. Mais parenthèse refermée, on va donner la parole à celui qui ne voit pas les chutes de Messenrix. Celle-là, on va l'entendre un moment, je pense. Hein. Oui, alors oui, j'ai loupé la chute de Mace Hendrix en fond d'image sur la route. J'avais vu celle de Joran Wieser, mais je n'ai pas vu celle de Mace Hendrix. Et je m'en excuse, voilà, comme ça. Allez, le dossier est clos. Non, chez les filles, on s'est régalé. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement, on n'avait pas oublié Annick Van Alphen, mais je vais pas vous cacher qu'un petit peu, j'avais quand même plus misé sur une Inge van der Weyden en l'absence de Lucinda Brandt. Mais comme l'a dit Steve, clairement, Annick Van Alphen, elle a été injouable. Et d'ailleurs, elle passe première au premier tour. Alors elle a, elle a Amandine, je crois, dans la roue, ou je sais plus qui. Elle a quelqu'un dans la roue, mais elle est déjà en tête. Mais ensuite, elle ne va jamais lâcher la tête de la course. Elle ne va jamais douter, jamais se retourner. Alors après, elle va dire en interview, oui, il y a des endroits où on pouvait vérifier et checker où étaient les autres. Mais je l'ai vraiment trouvée très sûre d'elle. Très propre techniquement. Alors on le sait, cette année, elle a passé un cap physiquement. On l'a déjà dit plusieurs fois ici, même à l'antenne. On a une très très bonne Annick Van Alphen cette année. Mais là, de là, à aller gagner la Coupe du Monde comme ça, la tête et des épaules, franchement, moi, elle m'a pas mal surpris. Après derrière, on s'est régalé avec Amandine qui a fait le spectacle. C'est une Alvarado qui revient et qui est déjà dans le jeu. Parce que quand même sur une course de reprise, elle est dans le coup aussi. Donc non, je trouve on s'est bien régalé chez les dames. On va en parler des hommes après aussi. On s'est aussi très bien, très bien. J'allais dire très bien régalé, mais on s'est très bien. C'était une On s'est très très belle bien course. régalé, Tonio. Voilà, ça se dit aussi. Allez. Non, chez les hommes aussi, mais non, franchement les femmes, mais grosse performance de Amandine. Et on avait donné la stat en live et je l'ai vérifié après. Le dernier podium. Chez les élites dames en Coupe du Monde, c'était bien Pauline Ferrand-Prévot en 2017. Voilà. Un mot quand même sur Alvarado, tu l'as trouvé comment sa reprise? Parce que oui, elle fait podium, malgré tout, c'est Alvarado, donc vu les absences, elle est quand même pas trop le droit de ne pas en être. Hein. Oui, et puis en plus, vas-y Steve, mais parce qu'on était quand même sur un circuit plutôt roulant quand même. Ouais, plutôt roulant, mais justement sur les quelques parties techniques, elle a tenté avec son Vatou et à chaque fois que je la voyais passer, vraiment visuellement, c'est une reprise difficile pour elle. Hein. Elle s'est fait mal. Hein. Elle s'est fait extrêmement mal. Tonio, tu le sais aussi bien que moi, le premier cross, t'as beau te préparer autant que tu veux. Hein. Le premier cross, il fait très mal. Et sur les parties physiques, elle était un tout petit peu moins forte qu'Amandine, mais Amandine était aussi dans un très grand jour. Mais pour moi, prochaine semaine, il faudra la mettre parmi les favorites parce que elle sait courir, elle est très intelligente et elle revient là parce qu'elle est prête. Donc un cross pour se remettre dedans, un deuxième certainement pour aller faire les derniers réglages et après on retrouvera une très grande Céline Alvarado. Tonio, t'as rien à ajouter sur Alvarado? Non, je sais pas si elle a annoncé du côté de Terralba et je vais aller voir de suite parce que la sélection est sortie tout à l'heure. Un dernier mot quand même sur Amandine parce que quand même une deuxième place sur une Coupe du Monde, on sait qu'elle est toujours en recherche d'une équipe. Elle est Steve, bien annoncée à Terralba, Alvarado. Ok. Steve, t'as été manager d'une équipe. Là, tu te dis, c'était patron d'une équipe n'importe laquelle, hein, Alpecin, Powells, Baloise ou n'importe qui. Est-ce que là, ça te dit pas quand même quelque part, attends, il y a quelqu'un qui fait des podiums en Coupe du Monde, il y a un vrai coup à faire, quoi. Si, c'est évident qu'il y a un coup à faire puisque plus les jours avancent et forcément, plus elle a le couteau sous la gorge et plus les affaires sont bonnes affaires, j'ai envie de dire. Hein. C'est un petit peu malheureusement l'offre et la demande, mais on sait que de plus en plus tôt maintenant les effectifs sont remplis. Là, honnêtement, si elle trouve pas une équipe, sincèrement, alors j'ai dit ça sur Ventu. D'ailleurs, on sait pas ce que ça donne. Il semblerait qu'il ait toujours rien. D'ailleurs, Clément Venturini, puisque je crois que c'est ce soir à Tout le Sport où il a tourné un reportage, il a communiqué sur ses réseaux. Mais franchement, Amandine, je serais encore une fois très surpris. Ça change la donne quand même, hein, cette deuxième place. Elle change tout. Hein. Non, mais elle change tout. Mais elle va surtout changer psychologiquement, même le regard des adversaires sur Amandine et aussi le regard des managers automatiquement. Un podium, ça te débloque pas mal de visibilité et de choses. Donc,
Maintenant, tant que t'as pas la griffe sur le contrat, on peut spéculer de tout. J'imagine qu'il y a des équipes qui sont intéressées. J'imagine qu'il y a des équipes qui aimeraient l'avoir, mais j'imagine qu'il y a des équipes qui veulent aussi la faire miroiter un petit peu pour que elle baisse un petit peu aussi peut-être son salaire ou autre. Mais ce qui est sûr, c'est que non, là, elle est partie pour faire une très grande saison. Et en tout cas, pour avoir juste discuté un petit peu avec elle, alors je vais pas étaler la discussion qu'on a eue, mais je lui ai dit que je la trouvais très sereine par rapport au fait qu'elle est sans arrêt en train de chercher. Et elle m'a dit, j'arrive à faire abstraction quand je suis en course. Et ça, c'est digne vraiment de quelqu'un qui est motivé et concentré déjà sur l'objectif sportif avant d'être concentré sur l'objectif social de sauver sa vie. Et je lui ai dit, continue comme ça. Et justement, et il n'y a pas de raison que ça paye pas. Voilà. Et puis ce qu'a dit Magali, et c'était aussi votre impression d'ailleurs à tous les deux ce week-end, c'est que physiquement elle marche terrible. Parce que ouais, techniquement Alvarado sur certaines portions était peut-être un petit peu supérieur et arrivait à reprendre du temps. Mais sur la fin du dernier tour, la différence elle est abyssale. Ouais, sur la partie où vous m'avez charrié d'ailleurs et vous m'avez pris en photo en train de lui gueuler dessus, je lui gueule tout simplement, t'es en train de la faire péter! Et vous savez, quand vous êtes coureur et que vous entendez ça, vous avez des bruits, vous savez à peu près où c'est dur. On savait que cette partie montante était très compliquée et non, elle a été physiquement présente. Je l'ai trouvée très propre également techniquement. Amandine, elle le sait, c'est pas son point fort, mais là, elle a fait une course pleine. Et quand tu fais une course pleine et que t'es bien, tu vas chercher un podium en Coupe du Monde parce que tu as le talent. Et je pense, comme l'a dit Magali aussi, que Hélène Clauzel est dans cette dynamique-là. On a Célia Géry qui a fait 2 au Copenberg, qui était beaucoup moins bien à Flamanville, mais qui revient aussi. Non, franchement, le cross français, on est bien. On est très très bien. Tonio, est-ce que tu as le classement de la course élite homme sous les yeux? Non, mais je peux l'avoir assez rapidement. Ouais. Est-ce que tu peux me trouver la place de Pim Renard, s'il te plaît? 20 de mémoire, je dirais 26, non? Parce qu'il faut savoir que c'était le pronostic de quelqu'un ici autour de la table, avec ses lunettes roses. 26e donc pour Pim Renard. Non, je dis ça quand même parce je que te dis une bêtise. Non, c'est Joran Wieser. 29e. 29e, donc c'est encore pire. En revanche, Tonio, tu nous as fait un coup de génie. Alors c'est suffisamment rare pour que je le signale. Tu nous as annoncé samedi soir, je sais pas si tu étais à la fête en soirée, tu nous as dit demain un Thibaut Nice, 2 Lars Van der Haar. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu l'oracle? Ah non, Il m'a en téléphoné. fait, c'était pas Van der Haar que j'avais dit. Tu vois, je vais être franc avec toi. J'avais dit Thibaut Nice, Van der Heyden. Le VDH, c'était pour Van der Heyden. Ah ouais, ok. Moi j'ai cru que t'avais annoncé le doublé. Non, quand même pas. Non, Van der Haar, je l'ai pas vu venir. Hein. Bon, après, même si la semaine dernière, ça allait quand même plutôt pas mal. Non, par contre, Cameron Mason podium. Alors là, vous demanderai Louis-Pierre, avant qu'on prenne le live, je dis, Cameron Mason, il fait podium aujourd'hui, c'est sûr. Il nous a encore fait une dinguerie au départ, il s'est raté. Je sais pas si vous avez vu le départ, mais il y a quand même eu quelque chose. Hein. Il y a eu un blême chaud, ils l'auront pas annoncé les 30 secondes ou je sais pas quoi. Mais tous ceux qui étaient sur la gauche, notamment du côté de Nieuwenhuis, sont restés Nieuwenhuis, il est pas parti tout de suite. Non, il est resté collé. Alors, je sais pas où il cherchait les feux, mais le feu, en fait, était à sa gauche. Et on voit les mecs qui partent et d'autres qui partent pas. Et donc, tous ceux de gauche sont tankés et Mason est à gauche. Donc, à Tabor, il coupe un boyau au départ. Là, il part encore assez loin. Donc, il remonte. Mais les temps autour sont très bons. Très bons. Et Cameron Mason, il l'a dit d'ailleurs en interview, je viens pas là pour faire 2 ou 3. Je venais pour gagner. Je pense qu'il a le couteau entre les dents. Et comme j'ai dit, va falloir que la roue, elle tourne. Parce que, à un moment, quand on marche comme ça et que on met pas au fond, c'est dur aussi psychologiquement de pas vriller parce que faut gagner. À un moment, faut gagner. Quand donc, il partira avec les autres, il risque d'être quand même dur à battre. Bon, à Tabor, oui, exactement. À Tabor, allez, si c'est un peu de sa faute parce qu'apparemment il a voulu passer un coin, il a Oui, mais bon, c'est de sa faute. Peu importe, il fait quand même la remontée derrière. Oui, de toute façon, les temps autour ne triche pas, hein. Donc, quand vous regardez un petit peu les temps autour, vous étudiez un peu les trucs, Cameron Mason marche très très fort en ce moment. Steve, t'as 30 secondes et après on accueille Elenia. Ouais, et justement, j'ai discuté avant la course avec Mason parce que Tonio me demandait un petit peu les boyaux, etc. Dans un anglais parfait, j'espère. Ouais, of course. Et c'est vrai que c'était l'un des seuls coureurs qui avait pris le parti de partir avec un cran à l'avant. Il a conscience de ses qualités et lui il m'a dit, moi je suis un coureur, je suis physically a little bit not better. Hein, yes. Il m'a pas dit ça. Hein. Yes, but technique better. Donc, full attaque. Et j'ai compris qu'il était bon. Allez, ça suffit. J'en ai assez entendu pour Allez, maintenant. On appelle la régie. Et je vois que ça s'allume. Attention, Ilenia est bien là.
je fais rentrer la régie. Pourquoi Est-ce tu que rigoles? ça fonctionne? Non, non, je rigole pas, je ne rigole Moi, pas. c'est compliqué ce soir, hein. Euh, Bonsoir à tous. Ciao, ça va, les gars? Ilenia. Et voilà. Qui t'a donné ça, Steve? Il l'a volé, il l'a volé. Moi, je suis un coureur italien, Eliana. Je vais faire le championnat du monde avec l'époque de la combinaison de l'Italia. Et j'avais envie de faire à toi une dédicace parce que Forza, Forza. Ah, t'es sûr? Bah, tu sais que j'ai fait ma première course cette semaine, les championnats du monde master, et ma catégorie, ça a été gagné par une Française. C'est C'est vrai. qui? Et tu fais 9e. 9e. Ma première course, c'était oh comme ça, parce qu'après 30 minutes, j'ai dit, C'est dur. Hein? encore, bon? Non, c'était morte. Et Ilenia, tu sais que nous, on a fait découvrir le cyclocross à Jérémy il y a presque 3 semaines. Et il a fait 9e. 53e. Mais tu peux améliorer, Jérémy. Oui, bah je peux pas ne pas améliorer, là c'est sûr, je peux pas aller plus bas. Non, par contre, Ilenia, il paraît que tu fais le turbocross là avec toutes les stars à Hofstadt. Moi aussi. Là, je mais fais tout le justement, cross. je parle de toi, t'as pas réussi à faire inviter Ah, ok. Anthony et Steve? Non, moi Bah, non. moi, j'attends Steve et Anthony parce que j'ai demandé à Average Rob, il y a Steve Chanel ou non? Parce que moi, je veux être avec Steve Chanel parce que je veux gagner. Donc, on doit gagner, Steve. Tu dois écrire à Average Rob. Ah ouais, Je tu veux dois y aller. faire Ouais, mais là, tu couple sais, avec Ilenia. tu sais, Ilenia qui est en train de se préparer pour quelque chose. Alors, on va pas trop en parler, mais il est en train de se préparer pour quelque chose. Et justement, ça fera une très belle prépa. Il y a un certain Léo Bizio qui lui a lancé un défi la semaine dernière, ici même. Il a répondu. Il n'a pas trop répondu, mais voilà, on va pas en dire plus. Allez. Mais on n'en dit pas plus, mais Voilà. je pense l'année prochaine, Ilenia, on y va pour la gagne au turbocross. On y va pour la gagne. Je vais trouver des sponsors, on va demander 1 million et on y va. Et je peux prendre l'accent italien On sur doit- le podium tu pour sais, dire qu'on est on l'équipe doit- italienne. On doit battre Bastitema. Parce que l'an dernier a gagné Bastitema avec Pacmonen, je pense. Donc, cette année, je vais parce que je veux aller. Donc, je vais et après, je retourne. Je pense, j'ai l'avion le matin et je retourne le matin après lendemain. parce que je dois faire Zolder. Donc ok, c'est bon. Mais j'y vais, mais on verra. Ouais, On mais est de toute façon, ici sur pour le parler de sable, Terra hein. Alba. Oui, bah parle de oui. Terralba, oui. Vas-y. Un petit peu. Un petit peu. Non, tu es prêt? Et j'espère que cette année, ça sera une belle édition parce que on a changé le site. Donc, on est à Marche di Terralba, qui est un petit village. Et le parcours, c'est pas dans la plage, mais il y a du sable. Donc, ça sera, parce que Pontoni l'a déjà testé. Elle t'a dit quelque chose, Pontoni, Non, de Terralba, non? non, j'ai discuté avec Christelle Ray qui m'a dit que c'était assez plat, effectivement, et que Ouais. le village est très petit, mais qu'il y a chaque année une procession catholique avec un énorme parking et un petit peu l'historique de ce circuit. Mais c'est toi qui dois en parler. C'est la Ouais, seule c'est- Coupe du Monde en Italie, donc vas-y, Eliana, explique vraiment nous le parcours et finalement le lieu en lui-même. Pour la Sardaigne, c'est une grande occasion pour se montrer au tout le monde. Donc, le parcours, c'est vite. C'est 3 km 400 mètres et c'est plat, comme tu as dit, mais même si ce n'est pas dans la plage, il y a 4 sessions de sable. Une session de sable, c'est quand même assez longue. Et après, il y a des passages dans l'herbe, des passages techniques qui sont typiquement italiens dans la pinède. Donc, il y aura comme ça un peu de guidé. Et aussi les obstacles, donc les obstacles qui sont à sauter. C'est un parcours vite, même si je pense que les shows peut être un facteur décisif parce que les prévisions météorologiques sont bonnes pour dimanche. Il y aura soleil, il y aura 18 degrés,
Donc, Oh, je je viens. pense, ouais, c'est comme, tu sais, l'Espagne, non? Benidorm, c'est comme ça. Et c'est un site qui n'est pas trop exposé au vent. Donc, même si, tu sais, on est à côté de la mer, donc peut changer un petit peu, mais on n'est pas si exposé comme à Isalutas Cabras. C'est pour ça qu'ils ont changé. Oui, parce que rappelons-le l'année dernière, la manche là, il y a ça a changé de lieu, mais c'est la même organisation. C'est la fameuse manche qui avait été annulée à cause de la tempête. C'est une perte énorme pour l'organisateur. Donc c'est pour ça que tu voulais venir en parler aussi ce soir et voilà qu'il y ait de la promotion et que des gens se déplacent parce que ça a été terrible l'année dernière cette Coupe du Monde annulée la veille à cause de la tempête. Ouais, c'est pour ça. Et pour nous, c'est notre seule Coupe du Monde, même si on aura les championnats du monde en 28? Non, 29. 29, à Trévise. Alle bandie, Steve, de Moseley. On a déjà fait des Coupes du Monde et les championnats du monde, tu te rappelles. Bien sûr. Mais pour nous, c'est notre Coupe du Monde et même si c'est en Sardaigne, mais je pense que tout le monde aura à voir parce que de point de vue, tu sais, de visuel, c'est magnifique parce que vraiment, tu verras, c'est un petit village de pêcheurs, donc il y a, c'est pittoresque, c'est presque pittoresque, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de public aussi à la télé. Mais tu sais, il me semble qu'il y a une ligne Ryanair pour la Sardaigne avec Bruxelles. Il y a beaucoup de lignes qui vont sur la Sardaigne. Et on sait que Ryanair, tu vas voir le cyclocross avec juste ton sac à dos. Donc si vous êtes français, vous savez pas quoi faire ce week-end, petite ligne Ryanair, Sardaigne. Vous pouvez manger des bonnes pastas al dente ou le risotto ou la carne. Risotto, c'est pas de la Sardaigne. Mais il y connaît rien. Il y a le pane carasau. Pane carasau, c'est typiquement de la Sardaigne. C'est les poissons. Les poissons, c'est vraiment bon. Et comme tu as dit, ce sera un week-end des événements parce qu'il y a la Coupe du Monde la dimanche, mais le lundi, il y aura une course italienne pour toutes les catégories, donc des amateurs, des jeunes, tout le monde sur le parcours de la Coupe du Monde. Bon. Elenia, tu commentes? Tu commentes ouais, sur Eurosport Italie? Ouais, je commente. Donc, pour tous les suiveurs français, pour tous ceux qui écoutent sur Eurosport, si au bout d'un moment vous avez marre de Steve ou d'Anthony, vous pouvez mettre les commentaires en italien, vous aurez Elenia, et croyez-moi, ce sera bien mieux. Et en plus, Elenia, elle parle très très bien français et ça fait très longtemps que je la connais. Et on a refait le séminaire UCI. Et l'année prochaine, Elenia, je pense qu'on demande à ce que Anthony y vienne. Jérémy, les journalistes, ça compte pas. Mais les consultants. Et on fera session cyclocross ensemble à Aigle. Moi, je veux aller à Aigle encore parce que ça a été vraiment utile pour tout le monde. Donc, mais moi, j'aime bien les Français parce que j'ai fait un année et demie avec une équipe française. Mantes-la-Ville. Ah non. Mantes-la-Ville, tu te rappelles? Mantes-la-Ville? Ah oui, Mantes-la-Ville, c'est côté de chez moi. Ouais, c'était mon équipe. C'est vrai. Ilenia, on te rappellera. On n'a pas le choix, ça va couper, mais on te rappellera parce qu'on fera des lives pendant les courses de Noël. Il y a 15 crosses en l'espace de 16 ou 17 jours, ça va être fou, donc tu auras l'occasion de revenir. En attendant, rendez-vous à Terra Alba ce week-end. Et forza! Grazie! Allez, bye! Ciao! Merci Elenia, grazie. Ciao! À vous!